Le Français Jacques de la Rosière est membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1993. C'est un économiste réputé qui a recouvert d'importantes responsabilités tout au long de sa carrière, en France comme à l'étranger. Il a été notamment directeur général du Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque de France et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il a également occupé les fonctions d'administrateur au sein de grandes entreprises françaises, comme Renault, Air France, la SNCF, Aérospatiale, France Télécom ou encore Alstom. Et il est encore aujourd'hui président du comité stratégique de l'agence France Trésor. Auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de santé de l'économie mondiale, M. de la Rosière s'apprête à publier un nouveau livre, dans lequel il dénonce l'hyperfinanciarisation de notre société, qui fait la part belle à l'endettement et à la valorisation boursière, au détriment de l'épargne et de l'investissement productif. La crise morale que nous traversons aujourd'hui l'inquiète, et il s'interroge notamment sur la compétence des dirigeants actuels, ainsi que sur leur capacité à gérer la crise qui vient. Hostile au paradigme ultralibéral dominant, il en appelle à plus de raison et au retour au bon sens. Jacques de la Rosière a eu la courtoisie de nous recevoir chez lui, en Picardie, pour nous présenter ses analyses et répondre à nos questions. Monsieur de la Rosière, merci de m'accueillir chez vous. C'est un grand honneur pour moi. Et alors, je voudrais commencer tout de suite par une première question plutôt personnelle et familiale. Vous êtes membre de la Société des Cincinnati. Je voulais savoir, l'amitié entre la France et les États-Unis ont certainement donc une importance certaine à vos yeux. Et je voudrais savoir, pour vous, la connaissance de l'histoire, est-ce important pour mieux appréhender le présent et pour mieux définir l'avenir? Oui, c'est tout à fait fondamental. On ne peut pas comprendre la situation présente et encore moins prévoir l'avenir si on n'a pas une bonne connaissance de l'histoire. L'histoire ne se répète pas, mais l'histoire vous guide dans la compréhension des événements. Et de ce point de vue-là, mon appartenance au Cincinnati, parce que j'avais un ancêtre qui s'est battu à Yorktown et qui s'appelait le comte d'Hervilly, est quelque chose d'important pour moi, parce que c'est gravé dans l'histoire. C'est une belle idée de Washington qui consistait, après la victoire de Yorktown et l'indépendance des États-Unis, qui consistait à unir, à rassembler les combattants de Yorktown dans une société qui était une société d'anciens, une société d'amis, de vétérans. Et Washington a eu le sens de ça, parce qu'il voyait se dissiper les gens qui s'étaient battus pour l'indépendance des États-Unis, regagner leurs fermes, leurs États d'origine, et il avait peur que cette débandade, si vous voulez, naturelle, qui suivait la fin des hostilités, devienne une sorte de prétexte à oubli. Et c'est lui qui a exigé que l'on fonde la Société des Cincinnati, bien nommée d'ailleurs, parce que Cincinnatus était un général romain qui avait sauvé Rome des attaques ennemies et, après l'avoir sauvé, avait refusé au Sénat le poste de dictateur qu'on lui offrait. Et dans cet esprit-là, Washington a dit: il ne s'agit pas de devenir des hommes politiques, il s'agit de garder l'amitié et la camaraderie des moments qu'on a vécus ensemble et qui sont des moments historiques. Et on a beaucoup reproché à Washington d'avoir établi l'hérédité du droit à être un Cincinnati. Parce que les gens disaient: oui, réunissez les camarades, et puis après c'est fini. Et il disait: non, après c'est pas fini. Après il restera la France et les États-Unis. Et le fait d'avoir un noyau de gens dont les héritiers, les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils, avaient le sens de leur camaraderie initiale, était quelque chose d'important pour lui. Donc je réponds oui à votre question. L'histoire, c'est essentiel. Vous vous apprêtez à publier un nouveau livre. De quoi parle-t-il?
Oui, c'est un nouveau livre sur les excès de ce que l'on peut appeler la financiarisation de notre économie. La financiarisation, ça veut dire que le rôle de la finance, du crédit, de la monnaie, dans le fonctionnement de l'économie et dans la détermination des cycles économiques est devenu prépondérant. Et j'ai été intéressé par ce thème parce qu'il est assez peu courant. La finance a toujours été importante, certes, dans la conduite des affaires du monde, mais c'est le fameux nerf de la guerre. Mais l'importance de la finance telle qu'elle existe aujourd'hui par rapport aux données économiques fondamentales est quelque chose de nouveau. Depuis une vingtaine d'années, la croissance du crédit au sens large est 2 fois supérieure à la croissance de l'économie réelle. Alors que, avant, il y a 20 ans, les deux grandeurs, le crédit et la croissance réelle, allaient du même pas. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé il y a une vingtaine d'années et qui est cette croissance exubérante du financement. Alors, ça, c'est la constatation de départ. Et certes, tout le monde sait que le monde s'est financiarisé, qu'il y a de plus en plus de dettes, d'emprunts, tout le monde sait ça. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène, d'une part, quelles sont les origines de ce phénomène, d'autre part, et enfin, quels sont les effets de cette financiarisation sur l'économie et sur la société. Et c'est ça le thème de ma recherche. J'ai consacré plusieurs années à travailler sur cette question, et plus j'avançais, plus je m'apercevais que c'était fondamental et que malheureusement les gouvernants, les responsables politiques ou économiques n'y prêtaient pas, à mon avis, suffisamment d'attention. Et quelles sont, selon vous, les recettes pour revenir en arrière ou contrebalancer cette situation? Dans l'interview qui nous occupe aujourd'hui, je préférerais commencer par quelques considérations plus historiques. Quelle est la raison, ou disons quelle est la genèse, l'enchaînement des phénomènes qui expliquent cette financiarisation? Parce que je crois que si on ne comprend pas ce qui s'est passé, il sera très difficile de répondre à votre question, c'est-à-dire comment en sortir. Alors, je pense que cette tendance vers l'endettement commence à la fin de ce qu'on a appelé la période de Bretton Woods. La période de Bretton Woods, comme vous le savez, c'est une organisation des systèmes d'échange internationaux qui a été réalisée par les États-Unis à la fin de la guerre et qui s'est concrétisée dans l'action du Fonds monétaire international. Ce système a été donc créé sous l'égide, je dirais, des États-Unis en 1944, et ce système a consisté en une discipline des taux de change. Le dollar était le centre du système, mais les autres devises étaient obligées de respecter une marge de fluctuation avec le dollar qui ne pouvait pas dépasser plus de 1%. Donc c'était un système de taux de change quasiment fixe autour du dollar. Les pays en question ne pouvaient pas dévaluer parce
ils étaient tenus par le couloir de 1%. Dans les cas limites, ils étaient quand même obligés de dévaluer lorsque leur monnaie avait suffisamment glissé. Et à ce moment-là, ils procédaient à une dévaluation, mais avec le consentement du Fonds monétaire international et sous ce qu'on appelle la conditionnalité du Fonds monétaire, qui était un ensemble de règles qui étaient négociées entre le pays intéressé et l'organisation qui était le Fonds monétaire international. En retour, si je puis dire, de sa position centrale, le dollar était obligé de respecter ce qu'on appelait la convertibilité en or du dollar, c'est-à-dire que les banques centrales étrangères qui auraient détenu trop de dollars à leur convenance pouvaient les échanger auprès des États-Unis contre or à un prix fixe. C'était un système dont il faut bien comprendre l'essence. L'essence de ce système n'était pas tellement dans la fixité des taux de change. C'était un élément central du dispositif, certes, mais le point central n'était pas là. Le point central, c'était la discipline collective. Si un pays voulait prendre sa liberté, entrer dans des déficits budgétaires considérables, laisser filer sa balance des paiements, très vite sa monnaie se dépréciait, parce que le marché le voulait ainsi. Et très vite, le pays était acculé à une dévaluation. Mais il ne pouvait pas dévaluer tout seul. Il fallait l'accord du Fonds monétaire international. Et donc il y avait une corde de rappel qui était fondamentale parce qu'elle préservait, en tout cas en principe, elle préservait une certaine homogénéité internationale dans le respect des règles d'équilibre macroéconomique. Et c'est ce système qui a prévalu jusqu'au début des années 70. Et de ce point de vue-là, il a bien fonctionné. Mais avec la guerre du Vietnam, et dans une certaine mesure avec l'établissement de l'État-providence aux États-Unis, les dépenses publiques américaines ont commencé à s'emballer. Et devant le choix de société qui consistait soit à augmenter les impôts et les taxes pour payer ce surcroît de dépenses publiques, ou au contraire à emprunter pour essayer de s'en sortir financièrement, le débat public a été très, très rapide aux États-Unis. On a choisi la deuxième solution. On n'a pas voulu financer la guerre du Vietnam avec des impôts supplémentaires. Et on s'est donc mis à emprunter, parce que dans les états de guerre, la production n'est plus suffisante pour alimenter la demande, et on est obligé de s'équiper en matériel de guerre, en munitions, etc. Et les États-Unis ont donc financé le surcroît de dépenses dû à la guerre du Vietnam avec des emprunts qu'ils ont constitués d'ailleurs dans leur monnaie. Ils empruntaient en dollars, mais ils empruntaient auprès d'institutions étrangères, et notamment les banques centrales étrangères. Seulement, ce jeu de l'emprunt était dangereux, parce que lorsque les banques centrales créditrices ont eu suffisamment de dollars, à ce moment-là, le risque, c'était que les banques centrales étrangères, qui auraient considéré qu'elles avaient trop de dollars, les présentent aux États-Unis pour les convertir en or. Or, lorsque la guerre du Vietnam a commencé à être très coûteuse, le stock d'or américain était inférieur à la moitié
du montant des dollars détenus par les banques centrales étrangères. Et donc, d'une certaine manière, la convertibilité du dollar n'était plus possible. C'est ce qu'avait montré le grand économiste belge Robert Triffin, qui avait très bien compris qu'à un moment donné, le jeu de l'endettement ferait que le système ne pourrait plus fonctionner. Et c'est en effet le président Nixon qui, le 15 août 1971, a déclaré de manière unilatérale la fin de la convertibilité du dollar. Lorsqu'il a eu fait cela, le 15 août 1971, le système international a profondément changé, parce qu'il est devenu un système flottant. Et la plupart des économistes, en 1971, ont salué avec ferveur le flottement des taux de change, qui se substituait à la fixité du système de Bretton Woods. Pourquoi est-ce qu'ils étaient favorables à ce changement? Essentiellement parce que, avec ce changement, les politiques économiques des États membres étaient libérées de la contrainte change et qu'elles devenaient libres. On pouvait choisir son policy mix, c'est-à-dire la combinaison de la politique monétaire et de la politique budgétaire et de la politique structurelle. On pouvait les choisir librement. On n'avait pas à se dire le soir même, oh là là, mon change va se déprécier, je suis en dehors du 1%, etc. C'était fini tout ça. Et donc, c'était comme la libération sexuelle. C'était une libération fondamentale. On pouvait faire ce qu'on voulait. Avant, on était contraint. Là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on s'est mis à choisir sa politique économique et on s'est mis à emprunter lorsque ça paraissait facile, lorsque ça paraissait possible et que ça évitait des politiques de discipline budgétaire qui politiquement étaient difficiles à établir. Et donc petit à petit, à partir de 71, c'était encore plus vrai à partir de 73, petit à petit, le système s'est désolidarisé du change et est devenu un système libre. Alors, pendant quelque temps, ça a apporté un sentiment de soulagement au gouvernement. Ils se sont dit, nous pouvons choisir notre destinée, ce qui est quand même un système meilleur que celui qui était encadré, si vous voulez, par l'obligation quotidienne d'avoir un taux de change fixe. Autrement dit, alors que la monnaie, la valeur de la devise sur le plan marché étranger était du domaine de la responsabilité de chaque État, maintenant, c'était une affaire de marché. Le marché vous disait le soir, quand vous regardiez votre journal, quelle était la valeur du dollar par rapport aux marques ou aux francs. C'était plus la responsabilité ni des États-Unis, ni de l'Allemagne, ni de la France. C'était le marché. C'était comme pour les actions. C'était un dérivé. Et on s'est donc engagé depuis la fin de Bretton Woods dans le jeu de l'endettement systématique. Et je suis un des économistes, un des rares économistes qui rattache la frénésie de l'endettement que nous connaissons depuis un certain nombre d'années, qui le rattache à la fin de Bretton Woods. Et je suis persuadé que c'est ça l'origine. La deuxième question que je voudrais esquisser avant d'aborder votre troisième interrogation, c'est où en est-on dans ce jeu de l'endettement indéfini? Alors, les chiffres sont tellement faramineux
qu'ils ne veulent plus rien dire. L'Institut de finance internationale calcule que l'endettement global du monde est aujourd'hui de 300 trillions de dollars. Je rappelle qu'un trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Et 300 trillions de dollars d'endettement, ça représente 360%, c'est-à-dire près de 4 fois l'endettement, le PIB mondial. Ce sont des chiffres qui sont inconnus dans l'histoire, sauf pendant les périodes de guerre. Mais en période de paix, on n'a jamais connu des chiffres de cet ordre de grandeur. Alors, un chiffre comme celui-là, de 300 trillions de dollars, 3 fois et demi le PIB mondial, montre que notre système financier est très exposé à la dette. Il faut bien comprendre que la dette a toujours une contrepartie, c'est qu'il faut que le débiteur soit capable de payer lorsque les échéances arrivent. Et quand vous surexposez un système, c'est-à-dire que vous créez beaucoup d'endettement, donc vous créez beaucoup de débiteurs, statistiquement, vous avez plus de chances d'arriver à des incapacités de repayer que si vous aviez un système moins exposé. Et donc, le système qui est plus exposé est plus vulnérable. Et en effet, même des épisodes relativement modérés de défauts de la part d'un certain nombre de débiteurs peuvent créer, par effet d'enchaînement, une crise financière. Alors, quels sont les dangers principaux de cette surfinanciarisation du système? Alors, le premier risque, c'est celui que je viens d'esquisser, c'est que le système est beaucoup plus vulnérable et donc beaucoup plus enclin à générer des crises financières. Ce phénomène a été amplifié par la baisse des taux d'intérêt qui a accompagné les politiques monétaires très libérales, très généreuses, qui ont été poursuivies depuis au moins deux décennies. Je rappelle, puisque nous sommes en train de faire la partie un peu didactique de l'interview, que les taux d'intérêt directeurs fixés par les banques centrales ont été négatifs en termes réels, c'est-à-dire quand on les défalque de l'inflation, depuis plus de 20 ans. Ça, c'est une statistique que vous ne verrez dans aucun précédent. Le fait d'avoir maintenu pendant plus de 20 ans les taux directeurs, c'est-à-dire les taux qui dirigent la grille des taux de l'économie en dessous de zéro, si vous voulez, négatif en termes réels, est quelque chose d'unique. Et il faut bien comprendre ce qui se passe. Quand les taux réels deviennent négatifs et restent négatifs, ce n'est pas seulement qu'ils le deviennent à une date déterminée, et ça change le lendemain, ils restent de manière délibérée de la part des banques centrales négatifs. Alors on comprend facilement que les gens qui sont chargés de gérer des fonds, soit pour eux-mêmes, soit pour des détenteurs extérieurs, dans une situation de ce genre, ils cherchent le yield, ils cherchent le rendement. Mais ils n'ont pas le rendement, puisque la Banque centrale a établi que le rendement était négatif. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors ils commencent à chercher des emprunteurs, des projets, qui présentent de très gros risques sur le plan de leur finalisation.
parce que ces risques s'accompagnent d'une certaine génération de revenus. Et on trouve du yield sur les très mauvaises signatures. Et il n'est pas étonnant que depuis quelques années, les très mauvaises signatures, je veux dire les Triple C, ont augmenté comme on ne les avait jamais vus augmenter. Si vous prenez par exemple les entreprises emprunteuses cotées Triple B, c'est-à-dire la plus basse cotation, mais encore dans ce qu'on appelle l'investment grade, encore dans les acceptables, eh bien vous voyez que la détention d'avoirs, c'est-à-dire de créances, sur ce genre de débiteurs est aujourd'hui de l'ordre de 1500 trillions de dollars, c'est-à-dire 18 fois le PIB mondial. Autrement dit, pendant cette période de surexposition à la dette, à l'intérieur de cette surexposition, vous avez eu une détérioration de la qualité des débiteurs qui a été massive et qui est due au fait que dans un monde où les banquiers centraux obligent les taux à être négatifs, il faut bien vivre. Et il faut donc prendre des risques extraordinaires sur la qualité du risque. On peut considérer que les Triple B, maintenant, représentent tant en Europe qu'en Europe, tant aux États-Unis qu'en Europe, représentent à peu près la moitié, 50%, du total des expositions obligataires. Alors qu'autrefois, c'était 10, 20%. Donc, qualité du crédit détériorée. Deuxième faiblesse ou deuxième inconvénient, c'est la baisse de l'investissement productif. Alors ici, il faut faire une parenthèse. Tout le monde croit que les taux d'intérêt réels zéro négatifs sont bons pour l'investissement. Demandez à quelqu'un dans la rue, dites-lui les taux d'intérêt sont à zéro, est-ce que c'est bon pour l'investissement? Il vous dit oui, bien entendu, c'est bon pour l'investissement. Mais quand on cherche, comme je l'ai fait, je suis un des rares à l'avoir fait, à comprendre ce phénomène de l'incidence des bateaux sur l'investissement, on s'aperçoit que les bateaux favorisent l'investissement construction. Quand vous pouvez emprunter à votre banque tout proche de 0% pour acheter un appartement, vous l'achetez. Et donc, vous faites un investissement immobilier. Mais l'économie n'est pas faite d'investissement immobilier. L'investissement immobilier ne rapporte rien à l'économie, parce qu'elle est essentiellement l'objet de transactions sur l'ancien. Les constructions nouvelles sont marginales, mais très faibles. Le gros des transactions, c'est sur l'ancien. Et l'ancien ne crée rien. C'est un échange entre vous et moi qui décidons de nous vendre respectivement des appartements anciens. Donc, les bateaux d'intérêt favorisent l'immobilier et favorisent surtout la hausse des prix de l'immobilier, qui est un phénomène majeur de l'évolution économique actuelle. Mais quid des usines, des équipements, des matériels de production? En rien, le 0% entretenu par les banques centrales n'a favorisé l'investissement productif. Et je suis un des seuls à suivre la comptabilité des investissements productifs, qui sont calculés par le Fonds monétaire international, et je peux vous dire que depuis 20 ans, les investissements productifs baissent constamment. Ils n'augmentent pas. Ils ne restent pas là où ils sont. Ils baissent. Et une des raisons pour lesquelles notre économie ne marche pas,
c'est que non seulement elle est surendettée, mais c'est qu'elle ne construit plus d'investissement. Et l'investissement, c'est toujours la source de l'avenir. Et pourquoi en est-il ainsi? Une fois de plus, c'est Keynes, le plus grand économiste de l'époque moderne, qui a trouvé la raison. Keynes était favorable aux taux d'intérêt faibles. Il les a préconisés, c'était l'axe de sa politique. Mais il ajoutait, et cet ajout n'est jamais référencé par les thuriféraires de Keynes, il ajoutait, il ne faut pas qu'ils soient trop bas, les taux d'intérêt. Parce que s'ils sont trop bas, personne ne va avoir un intérêt à investir à long terme dans le productif. On préfère garder l'argent sous son matelas ou dans un compte en banque où on peut le retirer à tout moment et on l'investit en valeur d'État, c'est-à-dire en riskless assets. Et c'est ce qu'on appelait, c'est ce que Keynes appelait la liquidity trap. C'était le piège à liquidité. Et il mettait en garde, il disait faites très attention, ne baissez pas trop les taux d'intérêt et surtout ne les baissez pas trop longtemps. Or, nous, on ne les a pas baissés trop, on les a baissés totalement. On les a ramenés à zéro, et même en négatif. Et on n'a fait ça pas par moment, on a fait ça pendant 20 ans de suite. Donc, il n'est pas surprenant que l'investissement productif ait décliné et que la trappe à liquidité a favorisé la détention de liquidités et non pas la détention de titres financiers représentatifs de projets réels d'investissement. Et le troisième inconvénient, à part le premier qui était la surexposition, donc le danger accru de crise financière, et le second qui est la baisse de l'investissement productif, c'est que le système s'est traduit par une augmentation des valorisations d'avoirs financiers plus que par la croissance. Si vous regardez les 20 dernières années, vous voyez que le prix des avoirs financiers, que ce soit les obligations ou les actions, représente 3/4. C'est le cabinet de McKinsey qui l'a établi, représente les 3/4 de la croissance du bilan global du monde depuis cette période. Aux États-Unis, c'est même plus, parce que c'est le pays financiarisé par excellence. C'est 80% de la croissance du bilan global américain qui s'est traduit par des augmentations de valeur d'actifs et non pas par de la valeur ajoutée créée par l'investissement. Et donc, et c'est le point sur lequel je suis le plus inquiet et qui fait la trame de mon livre, et donc on a glissé à travers l'endettement indéfini et pas cher, on a glissé vers un nouveau paradigme qui est que l'investissement productif se réduit comme peau de chagrin et que les valorisations d'actifs financiers augmentent d'une manière que l'on n'a jamais connue. Et elle augmente pour qui, cette valeur des actifs financiers? La statistique est imparable. Elle augmente pour 10% de la population. Autrement dit, on a un système qui s'est laissé glisser dans la drogue de l'endettement et qui se traduit par moins de croissance et par plus d'inégalités sociales. Parce que les 10% de la population qui bénéficient des valorisations
ce n'est pas la majorité de la population. Alors, dans l'environnement monétaire que nous avons connu et qui est celui du laxisme, de la création de monnaie par ce qu'on appelle la quantitative easing, c'est-à-dire les banques centrales achètent des actifs sur le marché pour irriguer le système en monnaie, banque centrale, et on a donc un système très, très insidieux dans lequel 10% de la population fait des gains de valorisation qu'on n'a jamais connus dans les périodes précédentes, qui dépassent ce qu'on appelle les operating returns, c'est-à-dire les retours sur capital, je dirais, à l'ancienne, c'est-à-dire on travaille pour ça. Là, on ne travaille plus pour ça, c'est le marché qui fait ça. Alors, est-il surprenant que les gérants de fortune et que les individus qui comprennent la finance essayent de faire des profits rapides sur différences de valorisation dans un univers où les valorisations augmentent, plutôt que de s'engager sans rémunération à financer des projets à long terme, changement climatique, baisse des consommations d'énergie, etc. Est-ce qu'il est surprenant? Non, c'est normal. Alors, c'est une observation qui est à la fois économique et sociologique, parce que ça veut dire que, à travers les facilités de l'endettement, on a, je n'ose pas dire sciemment, parce que je crains que les banquiers centraux n'aient même pas compris ce qu'ils faisaient et n'ont pas vu le coup venir. Mais ce qui est certain, c'est que les princes qui nous gouvernent, les banquiers centraux qui disent comprendre la monnaie, nous ont engagés dans une création monétaire phénoménale qui était totalement dissociée de la croissance de l'économie réelle. Depuis 20 ans, l'accroissement de la dette dépasse l'évolution de l'investissement. McKinsey a calculé que, en moyenne, 4$ d'engagement, de liability, c'est-à-dire de dette, et aussi de fonds propres considérés comme de la dette, ont été mis en œuvre, 4$, pour créer $1 d'investissement net pendant cette période. C'est enfoui dans un rapport de McKinsey. Le fait qu'il faille mettre en place 4$ de dette ou d'équivalent de dette pour créer un actif réel de $1 vous donne une idée de ce qu'est la mauvaise financiarisation que je dénonce dans mon livre. Ce phénomène du 4$ pour $1 ne devrait pas nous surprendre. Les gouvernements, maintenant, empruntent pour financer leur déficit budgétaire. Si le déficit budgétaire était causé par des investissements publics d'infrastructures, on pourrait le comprendre. Mais il n'en est rien.
c'est les fins de mois, c'est les salaires des fonctionnaires qu'on paye. Et donc, c'est un système qui est totalement dévoyé. Parce que quand vous empruntez, ça va si vous avez, avec cet emprunt, augmenté votre capacité productrice et rémunératrice de l'emprunt en question. Mais si vous avez emprunté pour financer un déficit, vous ne pouvez pas en sortir. Si, vous pouvez en sortir en empruntant encore davantage. Alors, c'est ce mécanisme à la Ponzi dans lequel nous sommes maintenant, et personne ne s'inquiète du fait que le déficit budgétaire, c'est normal de le financer avec l'emprunt. C'est comme si vous alliez trouver votre banquier à la fin du mois et vous disiez ben, « j'ai beaucoup dépensé avec ma femme et tout ça, et au restaurant, les vacances et tout, je vous demande un nouveau prêt. » Et il vous dit « mais vous avez une perspective ?»« Non, 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 j'ai aucune perspective, je vous demande un prêt. » Alors, il y a une manière plus technique et un peu pédante de dire ce que je dis, c'est de regarder l'histoire du ratio entre valeur créée, les valorisations, et production. Et vous voyez que avant 2000, le ratio était stable, c'est-à-dire que quand le PIB augmentait, mettons, de 2%, le crédit qui accompagnait ça, c'était à peu près 2% aussi. Maintenant, c'est fois plus. Alors, ça n'a pas la vocation ni de créer de la richesse, ni de créer un système social apaisé, ni de répondre aux grands défis d'infrastructures énergétiques et climatiques qui sont les nôtres. Rien de cela n'est soluble avec la continuation du paradigme que je dénonce. Alors, j'en viens à votre question. Parce qu'il est rapide en besogne, notre ami George. Et vous me dites, à juste titre, parce que c'est la seule question intéressante, vous me dites comment en sortir. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Si vous voulez simplifier ce qui s'est passé depuis 20, 30, 40 ans, au fond, c'est assez simple. C'est que face aux exigences de réformes structurelles, on a mis de l'argent. On a jeté de l'argent au problème, en espérant que cet argent réglerait les choses. Mais il y a une vérité fondamentale en économie comme dans la vie réelle, c'est que les problèmes structurels, c'est-à-dire ça ne marche pas quand on ne réforme pas la base même, les réformes structurelles ne peuvent pas être remplacées par de l'octroi de crédit ou d'argent. Ça ne marche pas. À problème structurel, réforme structurelle. Or, depuis 40 ans, on a pratiquement délaissé toutes les réformes structurelles. Alors, pour en sortir, il faut en revenir à des principes sains. Il y a un livre qui vient de sortir aux États-Unis sous la plume d'un jeune économiste américain qui s'appelle, son nom me reviendra. Ah oui, c'est Warsh, W-A-R-S-H. Et Warsh a un livre qui s'appelle « Le retour au principe ». Et j'épouse tout à fait la tonalité de ce livre. Alors, je vais vous en donner quelques exemples pour répondre à votre question. D'abord, il faut rémunérer l'épargne. C'est une illusion de dire à quelqu'un qui a fait le sacrifice de ne pas tout consommer de ses revenus et qui en a laissé une partie en réserve. Ça s'appelle l'épargne, ça. C'est une illusion que de dire à ce quelqu'un «
tu seras rémunéré à zéro, voire à moins que zéro, sur ce que tu as mis de côté. C'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Et ce n'est pas étonnant que les gens à qui on dit ça se détournent de l'investissement à long terme productif. Il reste court terme. C'est ce que disait Keynes. Alors moi je dis, si vous voulez avoir des épargnants qui retournent à l'investissement à long terme productif, rémunérez-les. Laissez le marché jouer. Ne croyez pas que vous, banquiers centraux, vous allez déterminer pour les 50 ans à venir que le taux d'intérêt à 25 ans, c'est 0,0000. Non, ce n'est pas à vous de le déterminer, c'est au marché. C'est l'équation entre l'offre d'épargne et les besoins d'investissement. La deuxième chose que je préconiserais, c'est de s'inquiéter du fait que notre système économique consacre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près les 3/4 de son activité pour rémunérer des valorisations extrêmes. Je crois que ce n'est pas sain. Je crois que ce n'est pas sain moralement, ce n'est pas sain socialement, parce que les gens vont se révolter un jour ou l'autre, et ce n'est pas sain économiquement. Je n'ai pas toutes les clés de comment faire pour revenir à un système moins axé sur les valorisations. Mais je sais, par l'étude, qu'il faut changer la politique monétaire. La politique monétaire a été ultra-laxiste. Le résultat, c'est qu'elle a fini par nous amener l'inflation, qui existe aujourd'hui à un niveau très élevé, et qu'il faut en changer. Et ce n'est pas parce qu'on a fait une politique que l'on croyait keynésienne, mais qui ne l'était pas en réalité, qu'il faut s'accrocher à ces absurdités. Il faut restaurer deux choses comme des éléments centraux de notre économie. J'ai presque honte de dire ça tellement c'est simple ou simpliste. C'est la valeur du travail et la valeur de l'épargne. C'est ce qu'on disait au XIXe siècle, qui était un siècle de croissance phénoménale. On disait travail et épargne. Il faut promouvoir le développement du capital humain parce qu'on est en train de faire face à une grande mutation technologique, celle de l'Internet, des systèmes de communication. Et les rapports entre les différents éléments du travail sont en train de changer très rapidement. Et dans une situation de ce genre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut former les gens. Il faut travailler le capital humain. Il ne faut pas les former en tout parce que ça va si vite que les programmes ne sont plus à jour au bout d'un mois. Mais il faut introduire dans le système d'éducation et dans le système de recherche des entreprises un élément d'ouverture et de l'accueil au changement qui soit à la mesure des changements qui se pratiquent. Il faut enfin se rappeler, dans un monde que l'on veut encore être mondialisé, mais le veut-on, c'est une question. Dans un monde que l'on voudrait encore être mondialisé, il faut réformer le système monétaire international. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été détruit le 15 août 1971, mais il n'a jamais été reconstruit depuis. Et que l'on croit qu'on peut gérer un système avec n'importe quelle politique monétaire nationale sans aucune considération d'échange est une illusion.
Et il faudra bien un jour qu'on retourne vers une forme intelligente, pas la même que celle de Bretton Woods, mais quelque chose qui réintègre le change dans le système. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir des guerres de change, qu'on commence déjà à avoir. Parmi les questions ou les indications concrètes que l'on peut avoir, je dirais qu'il faut mettre fin au hasard moral. Le hasard moral, nous vivons dessus depuis une quarantaine d'années. Qu'est-ce que c'est le hasard moral? Ça consiste à dire que si je prends des positions extrêmes et hasardeuses dans le domaine financier, c'est moi qui paierai les pots cassés. Alors que depuis une quarantaine d'années, ce n'est plus moi qui paye les pots cassés, c'est vous qui les payez, c'est la collectivité. On a transféré le coût du risque financier vers la collectivité, parce que l'on croit que le mal absolu, c'est le danger des marchés. Et donc, en fait, on rémunère par des achats de banque centrale les gens qui ont acheté des titres douteux et qui se voient exposés quelquefois à des retournements de marché. Et quand il y a retournement de marché, les banques centrales sont là pour ramasser les morceaux et faire en sorte que la baisse subie par les investisseurs n'est pas trop importante. Autrement dit, on a donné, et c'est intéressant du point de vue démocratique, on a donné une garantie sans payer de prime, parce qu'en général, les garanties, c'est délivré par les assurances et on paye. Mais là, on ne paye pas. Et c'est l'État qui a donné cette garantie pour éviter que des marchés trop encombrés par de la dette ne finissent mal. Alors, je suis hostile à ce système. Je pense que quand on s'est trop engagé dans la dette, il faut penser à la restructuration de la dette si on ne peut pas faire autrement, mais il ne faut pas demander au Père Noël de payer les prix. Alors, je n'ai pas beaucoup mentionné l'inflation dans le petit exposé que je vous ai donné. L'inflation d'aujourd'hui, qui est autour de 8 à 9% sur un an, est complexe à analyser parce qu'elle a plusieurs causes. Elle a des causes structurelles, il y a des rigidités du côté de l'offre, de la production, il y a des chaînes de production internationales qui sont brisées ou arrêtées. Il y a aussi le regain de la demande qui a été très fort après la période Covid, où les gens ont pu se libérer des contraintes virales. Et puis il y a les prix de l'énergie, et en particulier les prix du pétrole, du gaz et des matières premières que nous connaissons avec la guerre d'Ukraine. Mais quand je dis ça, je ne suis pas content de ce que j'ai dit. Parce que le facteur fondamental derrière l'inflation, c'est la croissance excessive de la monnaie. Ce qu'on appelle l'équation quantitative de la monnaie, c'est-à-dire si on multiplie la création de signes monétaires face à une production constante ou stable, on va avoir de l'inflation. C'est la théorie de fond de ce qu'on appelle l'équation quantitative de la monnaie. Elle avait été mise au point par
par un Français, un économiste français qui s'appelait Jean Bodin en 1558. Et il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il avait compris ça. Et il avait en particulier décelé l'origine de l'inflation espagnole de l'époque. Et l'inflation espagnole de l'époque, on ne comprenait pas. Il y avait hyperinflation en Espagne. Et lui, il a compris. Il a dit c'est parce que la masse monétaire, avec les arrivées d'or d'Amérique latine, a explosé. Et quand il y a trop de signes monétaires par rapport à une production constante, on a de l'inflation. Et il avait donc posé les bases de l'équation quantitative qui a été reprise ensuite aux États-Unis au XXe siècle. Mais il ne faut jamais l'oublier. Si vous chassez trop peu de produits avec beaucoup de monnaie, un jour c'est de l'inflation. Et ce qu'on a parfaitement compris maintenant, depuis quelque temps, c'est que ça s'était produit avec la hausse de la masse monétaire banque centrale, si vous voulez, qui a eu lieu ces temps derniers et qui défie l'imagination. Depuis 2019, la croissance de la masse monétaire, de la base monétaire, peut être rassemblée dans ce petit graphique. Ça veut dire que l'inflation va venir. Et c'est les pays de l'OCDE, leur base monétaire. Alors, c'est des milliards de dollars. Dans les périodes normales, on était entre 5 et 10 000. Maintenant, on est à 25 000. Et ça crée de l'inflation. Alors, est-ce qu'il y a un banquier central d'un pays important qui, depuis cette hausse folle de la base monétaire, est-ce qu'il y en a un qui a dit il faut faire attention, ça peut peut-être avoir un effet sur la monnaie, sur les prix? Je n'en connais pas. Et ça, c'est une dernière réflexion, mon cher Giorgio, qui est plus de caractère philosophique ou moral. C'est que dans une société où les responsables mentent, ou ne disent pas la vérité, c'est la même chose, que ça qui est connu, c'est toutes les statistiques, c'est Source, Flash Economics, bon, il n'y a rien de caché là-dedans. Que les responsables n'aient pas alerté sur ces courbes, juste alerté, dit peut-être quand même il faudrait regarder. C'est la dévotion de la superstructure élitaire à quoi? Un keynésianisme mal compris, peut-être. À la volonté d'être populaire en créant de la monnaie, sans doute. À la volonté d'aider les gouvernements dans leur quête d'emprunt pour financer leur déficit illimité, sûrement. C'est ce qu'on appelle la suprématie fiscale sur la politique monétaire. Autrement dit, la politique monétaire est faite pour financer les gouvernements et leur déficit. Et alors, si vous rassemblez en un bouquet tout ce que je viens de vous dire pour votre question, c'est-à-dire rémunérer l'épargne, éviter le surendettement, ne pas se concentrer seulement sur la valorisation des actifs, mais regarder un peu ce qui se passe en dessous au niveau de l'investissement, ne pas laisser le hasard moral faire en sorte que tout ça, finalement, il n'y a jamais de responsable, quoi. C'est nous tous qui payons tout ça. Et le fait que les gens qui sont responsables ne disent rien de ce qui devrait leur éclater à la figure, je pense que c'est plus qu'une réformette de quelques éléments financiers qu'il s'agit.
Je pense qu'il s'agit d'une réforme morale. Et alors, ça ne me simplifie pas la tâche de dire ça, parce que en 7 mesures, on arrive à tout régler. Mais je ne le pense pas, parce que je pense que c'est ingrained dans le système mental et moral des gens qui nous gouvernent. Et si on était en démocratie, est-ce que ça se passerait comme ça? Si on était vraiment en démocratie, cette courbe n'aurait pas lieu. Parce que des journalistes se seraient intéressés à ça. Parce qu'on aurait dit, c'est pas possible de continuer. Et c'est une considération qui est grave, parce qu'on croit qu'on vit en démocratie parce qu'on vote tous les 5 ans. Mais moi, je vote tous les 5 ans pour des gens qui me racontent ces salades. Ma première question, déjà par rapport au déséquilibre dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que la création du système monétaire européen, et donc par la suite de l'euro, n'est pas une réponse au flottement des monnaies? Oui, c'est une partie de la réponse. Parce que c'est vrai que créer en Europe, dans la région européenne, un système dont les taux de change sont stables est une manière de répondre à l'instabilité du système global. C'était d'ailleurs toute la vue de Giscard d'Estaing. Il a toujours pensé que tout ce qu'il faisait pour unir les échanges en Europe, c'était pour répondre à la crise mondiale. Mais ce faisant, on a quand même beaucoup compliqué les choses en Europe, parce que on a créé une monnaie commune, mais on n'a pas créé une politique économique, je dirais pas commune, ça serait peut-être trop exigeant, mais un peu cohérente. Et donc, on a laissé les chevaux de l'attelage aller dans toutes les directions, et on s'étonne que ça n'avance pas très bien. Et donc, oui, c'est une manière de répondre, mais c'est une manière imparfaite de répondre tant que l'hétérogénéité des politiques économiques à l'intérieur de la zone euro reste aussi prononcée. Pour revenir à ce que vous évoquiez sur les déséquilibres et l'abandon du gold standard, aujourd'hui, des pays comme la Russie et la Chine évoquent un retour à un gold standard, ou mieux, un yuan baqué or ou un rouble avec une forme de garantie en or, une version 2.0, comme on dirait aujourd'hui, du gold standard. Mais en tout cas, il marque un besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus concret. Ben oui, si vous voulez, quand vous avez une monnaie internationale comme le dollar et que quand vous en détenez, on vous dit que vous n'avez plus le droit d'y toucher, ça jette une ombre particulière sur la valeur internationale de la monnaie en question. C'est une monnaie qui est utilisée à des fins militaires ou diplomatiques et pas à des fins de détention de réserves. Puisque si vous ne plaisez pas et que vous avez des réserves en dollars, vous n'êtes plus rien. Donc je comprends que ces pays cherchent des formules alternatives, ils les cherchent et ils les trouveront. Ils les trouveront. Et certains aussi envisagent à terme l'idée d'une monnaie mondiale. Est-ce que ce concept est envisageable même à moyen terme, vu la situation actuelle? Oui, on peut toujours envisager le concept. C'était le concept de Keynes, d'ailleurs. On disait toujours que Keynes avait dit qu'on s'était trompé de vocabulaire. On avait appelé le Fonds monétaire international le fonds, et on avait appelé la Banque mondiale la banque. Et il disait que c'était l'inverse. Il fallait faire du Fonds monétaire une banque mondiale qui aurait émis la monnaie mondiale, et pour la Banque mondiale, il fallait faire un fonds où on mettait de l'argent pour les pays pauvres. Et
Et donc, oui, c'est concevable, seulement politiquement, c'est impossible, parce que ça suppose un degré de coopération et d'acceptation de leadership, si vous voulez, qui n'existe pas. Et donc, c'est un concept, mais un concept qui n'est pas opératoire. Mais le Fonds monétaire international a mis au point les DTS, les droits de tirage spéciaux. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer du concept de droits de tirage spéciaux pour développer une unité de mesure internationale qui ne soit pas forcément une monnaie, mais... Oui, on peut s'en inspirer, mais le DTS n'a pas les caractéristiques d'une monnaie internationale, parce que c'est une manière de créer du crédit en fonction des quotas des pays membres, et c'est donc les gros qui ont les gros contingents de DTS alors qu'ils n'en ont pas besoin, et donc alors il faut un mécanisme de transformation pour que les gens qui bénéficient des gros DTS les repassent aux autres, mais c'est très difficile à faire. Moi, je ne pense pas que le DTS puisse servir de support à une alternative mondiale. Enfin, c'est mon point de vue. Et là, pour ce qui est de la pondération à l'intérieur du DTS, du panier de monnaie dont il est composé, actuellement, on se base sur une pondération qui remonte à je ne sais plus combien d'années, 5-6 ans en tout cas, mais où le dollar représente 40%, l'euro 30% et le yuan 10%, suivant les autres. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui comme situation de tension internationale n'est pas le reflet, parce que la nouvelle pondération devait avoir lieu l'année dernière et elle a été reportée à l'année prochaine. Oui, est-ce que les États ne sont pas en train de jouer un jeu aussi de tension lié à c'est un jeu qui a les relents du passéisme, parce que dire que le dollar c'est 40%, et la Chine combien, 7 ou 10 je veux dire, les rapports de force mondiaux ne sont pas ceux-là. La Chine, c'est plus que la moitié. Et donc, le système financier est à la traîne, là. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut une équivalence entre les monnaies et si vous voulez, la force des PIB mondiaux, mais la Chine est quand même très fortement dévalorisée dans ses calculs. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier que vous avez accompli durant votre carrière? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux? Oui, j'ai eu plusieurs... La réponse à votre question, c'est que c'est la crise de l'endettement latino-américain qui a été dénouée par l'action conjuguée du Fonds monétaire et de la Fed au début des années 80. Si on n'avait pas fait ce qu'on a fait avec Paul Volcker, si on n'avait pas fait, le monde aurait été moins acceptable. Donc ça a été une période positive. Et alors ma dernière question est, qu'est-ce que vous diriez, quel message voudriez-vous transmettre aux jeunes générations qui vous écoutent? Le message serait le suivant. On vous a systématiquement marginalisé, vous les jeunes. Prenez le pouvoir et créez une société plus juste. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est les jeunes qui ont été sacrifiés. Et il est temps qu'ils reprennent le pouvoir. Monsieur de la Rosière, Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.